l'UMP. Alors, François Hollande enfin, baisse... Manuel Valls, c'est quand même une personnalité éminente. D'accord, mais on ne l'a pas eu récemment. François Hollande baisse dans les sondages. Vous êtes le président de la première formation d'opposition. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'en profitez pas. Regardez votre courbe de popularité depuis mai 2012. Cela plonge. Alors ça, c'est la crise de l'UMP. Après, cela rame pour remonter. Et puis, si on regarde le palmarès des différents leaders politiques, on voit Alain Juppé qui est en tête, Vienne François Fillon, Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen. Bref, je ne vais pas tous les égrener. Vous arrivez en 30e position. D'où provient, selon vous, cette mauvaise image? Ah, vous avez fait la mise en scène, hein, oui. On fait les choses bien. Je dois dire que ça a été préparé savamment. C'est de la télé. Oui, c'est de la télé. Donc, quelle est la question, Ma finalement? question est d'où provient cette mauvaise image? Pourquoi, alors que la gauche baisse et que vous êtes le président de l'UMP, première force d'opposition, pourquoi est-ce que votre image n'est pas meilleure? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui n'imprime pas? Écoutez, c'est une très bonne question à laquelle je suis bien en peine de vous répondre. La seule chose que je puisse vous dire, c'est que je fais mon travail avec beaucoup de passion, que je le fais pour la France, et que ce qui m'importe en réalité, au-delà du sondage qui me concerne, c'est de convaincre avec tous mes amis de l'UMP, les Français, que l'UMP est la seule force politique qui peut sauver ce pays. Ça vous touche? Et que si nous sommes, bien sûr, dans un moment difficile, puisque nous sommes après l'élection présidentielle que nous avons perdue, donc encore dans la phase de deuil, et même si nous démarrons maintenant la reconstruction, eh bien, il m'appartiendra de dire aux Français que ce qui me touche profondément, d'abord, c'est la flamme que j'ai pour servir mon pays, voilà. Et c'est, j'espère, cela qui, au fil du temps, fera la différence. Alors, dans le droit fil de ce qu'on vient de dire, on a l'impression que vous tentez un peu de changer d'image. Il y aurait donc eu un Jean-François Copé première version, ambitieux, fier de l'être, un soupçon arrogant. Regardez. Très ambitieux, je l'ai toujours assumé, l'ambition c'est pas une maladie honteuse. Il n'y a plus personne qui pense aujourd'hui qu'un député de la majorité, il est comme ça, au garde à vous, c'est fini tout ça, c'est fini. La meilleure technique quand on est jeune, qu'on a du talent et qu'on a envie de servir son pays, c'est qu'avant même que la porte vous soit arrivée sur le nez, on met le pied dans la porte. Et puis Jean-François Copé, on a l'impression qu'il y a un nouveau Copé, si j'ose dire, post-annus horribilis, c'est-à-dire post-crise à l'UMP, celui qui a souffert. Regardez. Je sais que les dernières épreuves de l'année ont été dures à supporter, que de temps perdu, que de querelles stériles, que de blessures inutiles. J'ai beaucoup appris sur la nature humaine. Tout cela est d'autant plus gravé dans mon cœur que j'ai pris tout au long de cette année la mesure des choses. Il y aurait beaucoup de choses à dire, je me suis gardé de le faire jusqu'à présent. Je ne ferai plus de politique politicienne. Jean-François Copé, on a un drôle de sentiment et un peu de mal à vous croire parfois. On a entendu c'est fini la langue de bois, maintenant c'est fini la politique politicienne. Est-ce que ça sonne totalement juste et pas un peu faux? Vous savez, je reviens d'un long voyage. Hein. Une année, une année comme celle que j'ai eu à traverser m'a amené à réfléchir. La dernière fois que je suis venu dans cette émission, c'était dans un débat avec François Fillon. Après, il y a eu cette crise terrible. Et la volonté qui a été la mienne de tirer beaucoup de leçons de tout ça, de réfléchir, de considérer que désormais, seules les préoccupations des Français devaient nous engager, m'engager. Voilà. Et c'est vrai que, vous l'avez entendu, et vous ne m'y prendrez plus, si j'ose dire, seule désormais, la manière d'apporter des réponses concrètes à ces 4 sujets qui obsèdent les Français, le chômage, les impôts, la violence, la montée du communautarisme, qui sont les 4 grands sujets qui sapent notre société, je suis maintenant entièrement dédié à essayer de proposer des solutions pour le pays. Et c'est vrai que j'ai compris de cette période que rien ne les exaspérait plus que ces querelles internes qui ne sont pas au niveau de la France. Non, mais vous jugez avoir été peut-être trop ambitieux, arrogant avant et que le nouveau Copé critique l'ancien. Vous pensez qu'il y a quelque chose qui n'allait pas dans votre comportement? Je pense qu'en tout cas, je ne me suis pas adressé aux Français sur les sujets qui les intéressaient. Voilà. Et cette période-là, elle est révolue. Alors, on va en venir à Nicolas Sarkozy. 2012, il y a les paroles, on écoute. Enfin, on espère écouter. Si vous perdez cette élection présidentielle, est-ce que vous arrêtez la politique? Oui. Vous arrêtez la politique. Si vous perdez le 6 mai, le 7 mai,
Vous abandonnez la politique. Vous pouvez me poser la question une troisième fois. Oui, non, mais je vous le dis, oui. Oui. Ben oui. Je ferai autre C'est une chose. jolie ville. Quoi? Je ne sais pas. Et puis Jean-François Copé, en 2013, il y a les actes et des sorties de Nicolas Sarkozy entre rockstar et sauveur suprême. Regardez. Bonjour. Bonjour à tous. On est fan. Ça nous fait très plaisir de vous voir. Venez, monsieur Sarkozy. On vous attend. Oh là là, merci. Vivement 2016, 2017, est-ce que vous revenez? On vous attend, on vous aime. N'hésitez plus. N'hésitez plus. On vous attend, on vous aime. Revenez. Question simple, Jean-François Copé. Ce fameux t-shirt que l'on va voir en forme de supplique, Nicolas revient, est-ce que vous pourriez le porter? Vous voyez? Nicolas revient 2007. Vous l'avez peut-être déjà dans votre garde-robe, d'ailleurs. Non, je ne l'ai pas dans ma garde-robe, mais j'ai d'une certaine manière fait mieux que ça, puisque vous le savez, j'ai dit que quels que soient les choix de Nicolas Sarkozy, je serai à ses côtés. Alors, est-ce que ça veut dire que s'il revient, vous annulez tout? En clair. J'espère que tout le monde comprend l'allusion. On va peut-être pas être obligé de développer. Ça veut dire, en gros, s'il revient en 2017, vous sautez comme au jeu de loi à la case 2022 pour la prochaine présidentielle. Ça n'a pas changé. Voilà, je l'ai dit. Simplement, je voudrais ajouter quelque chose de plus. Je ne suis pas dans la même situation que d'autres. Moi, comme François Fillon? Oui, ou que d'autres personnalités. Pourquoi? Simplement parce que, en tant que président de l'UMP, j'ai une feuille de route qui est de gagner les élections municipales, puis européennes, régionales. Pourquoi? Parce que je pense que les Français sont tellement en attente d'un chemin alternatif, je suis tellement profondément convaincu que seule l'UMP, une UMP évidemment rénovée, reconstruite, qui assume un projet courageux, on va en parler tout à l'heure, peut le faire, qu'il me faut maintenant, avec toute l'équipe qui m'entoure et avec tous ces candidats que nous avons investis et qui sont partis déjà d'ailleurs sur le terrain dans leurs villes respectives, ma mission d'abord, c'est de l'emporter aux élections municipales pour améliorer la vie des Français. Jean-François Copé, pardon, Nathalie, on avait cru comprendre qu'il y avait un peu de brouillage entre vous et Nicolas Sarkozy ces derniers mois. Vous nous dites ce soir, ça n'a pas changé. S'il revient pour 2017, je serai à 100% derrière lui. Je l'ai dit, mais je complète simplement en disant qu'avant 2017, il y a 2014. Et que ceux qui pensent qu'on peut gagner 2017 si on n'a pas gagné 2014 n'ont rien compris. J'ajoute que ce qui compte, c'est que chacun ait à l'esprit que 2017, c'est dans une éternité. C'est 3 ans. 3 ans, c'est très long. Et pendant 3 ans, il nous faut, nous, travailler, nous reconstruire, proposer des choses concrètes pour justement que les Français qui veulent exprimer leur ras-le-bol ne se contentent pas de cela, sinon c'est encore François Hollande qui va repasser, comme dans les villes, et c'est pour cela qu'on veut l'empêcher pour les villes. Eh bien, c'est qu'au-delà de ce ras-le-bol, les Françaises et les Français sachent que nous avons entendu le message 5 sur 5 sur la sécurité, sur le communautarisme, sur les baisses d'impôts, sur l'emploi, sur tous ces sujets. Il y a une UMP qui sera au rendez-vous avec des propositions courageuses, ce que j'ai appelé une droite décomplexée, c'est-à-dire une droite populaire. Juste une précision. Est-ce que Nicolas Sarkozy doit subir, quoi qu'il arrive, la primaire à droite? Quoi qu'il arrive. Ah, ça, c'est dans nos statuts. D'accord. Donc vous êtes totalement d'accord avec ça. Et deuxième ça. question, s'il ne revient pas en 2017, est-ce que vous estimez que vous pourrez défendre vos chances personnelles pour 2017? D'abord, je voudrais vous dire, à titre personnel, que ça me touche que vous vous en inquiétiez, parce que, comme Nathalie Saint-Cric tout à l'heure faisait une démonstration accablante pour montrer que j'avais les pieds dans le gaz de schiste, les choses se renversent vite. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous avez quand même un petit peu de sympathie. Pour moi, ça me touche. Bon. Maintenant, plus sérieusement, 2017, c'est dans très longtemps. Dans très longtemps. Et si je vous dis cela, c'est pas pour contourner le problème. Je suis quelqu'un, vous le savez, d'extrêmement direct. Mais je veux simplement... Promis, j'arrête la langue de bois. Justement. Vous aviez écrit mais justement, sur la couverture d'un livre, c'était le titre d'un livre. Je veux dire, est-ce que la porte est fermée pour vous en 2017 ou est-ce qu'elle reste entrouverte? Comment vous le dire? 2017, c'est dans une éternité. Ce qui compte aujourd'hui... Personne ne croira que vous n'y pensez jamais. Non. Peu importe. Ce qui compte pour moi, c'est de dire aux Français, avant 2017, il y a 2014, c'est un parcours, c'est un chemin que nous devons construire ensemble. La situation de la France est tellement grave, que celui qui vous parle ce soir, et je vous le dis, y compris après avoir entendu tous les extraits de déclarations des années 2000, etc., celui qui vous le dit, c'est quelqu'un qui a mûri, qui a pris des coups,
qui a réfléchi, Qui et en a qui a donné compris, aussi. sans doute, et qui a compris une chose, c'est que désormais, si l'on doit décocher des flèches, ça n'est uniquement que pour ses adversaires, et ceux qui en plus le méritent, parce qu'il faut aussi les respecter, mais c'est surtout sur les sujets de fond pour proposer aux Français des réponses. Juste une réponse assez rapide sur un sujet de fond, l'inventaire. Vous tenez dans une semaine justement quelques heures sur ce sujet. François Fillon considère, je le cite, que quand on perd une élection, on a le devoir d'en analyser les raisons, on est obligé de se remettre en cause, sinon c'est un bras d'honneur aux Français. Je le cite. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ce point de vue? Sur le fait de réfléchir aux raisons pour lesquelles on a perdu, oui. Sur le fait que ça doit être un véritable inventaire, pas quelque chose qui est balayé comme ça pour la forme. Attendez, il faut se mettre d'accord. Moi, j'aime pas ce mot d'ailleurs d'inventaire, je trouve extrêmement réducteur. C'est évaluer ce qu'on a fait. Ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a fait de fort, et puis ce sur quoi on aurait pu aller plus loin. Mais encore une fois, il ne s'agit pas, en tout cas dans mon esprit, de faire du sarco-bashing, pour reprendre une formule célèbre. Parce que ça, les socialistes s'en occupent, et puis ils ne sont pas les seuls. On a le droit de réfléchir sur le bilan de Nicolas Sarkozy de façon approfondie. Bien sûr, mais à condition que ce soit aussi pour le mettre en perspective avec le bilan de François Hollande depuis 15 mois. Il y a de quoi dire. Que ce soit en matière d'impôts, en matière de chômage, en matière de sécurité, en matière d'immigration, il y a de quoi faire. Bon. Et puis c'est aussi pour préparer l'avenir. Ça doit être l'occasion pour des hommes et des femmes de ma génération de dire, voilà, pour demain, il y a des choses qu'on doit proposer aux Français. Par exemple, un pacte présidentiel. Je vais vous donner un exemple très concret. L'une des grands reproches qui nous est fait, c'est de nous dire, voilà, qu'est-ce qui nous garantit que vous allez tenir vos promesses quand vous serez élu? Il y aura la rupture que certains n'ont pas trouvée dans le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Écoutez, moi j'ai une proposition très concrète à faire. Parce que ce reproche, qui est fait par beaucoup de Français, il explique qu'un certain nombre d'entre eux aient voté pour le Front National. Donc il est très important de l'avoir en tête. Je pense qu'il est absolument indispensable de dire aux Français que si nous revenons au pouvoir, dans le cadre d'une élection présidentielle, ce sera après avoir passé un pacte présidentiel avec les Français. Pardon, mais on dit ça à chaque fois, Jean-François Copé. C'est moi finir. C'est-à-dire que pendant la campagne, nous prendrons des engagements très forts, qui sont sur des réformes qui vont faire bouger les choses. Et dès le lendemain de l'élection présidentielle, nous allons nous inspirer de ce qu'avait fait De Gaulle en 1958. C'est-à-dire prendre pendant les 6 mois qui suivent ce qu'on appelle des ordonnances, c'est-à-dire une habilitation parlementaire pour que pendant 6 mois, à marche forcée, on prend les décisions qui correspondent aux engagements. Et croyez-moi, ces ordonnances-là, c'est pas 110 propositions, c'est 4 ordonnances. Maximum, peut-être 5. Et c'est pas pendant 5 ans, c'est pendant 6 mois. Ça concernerait l'école, l'organisation du travail, pour en finir avec les 35 heures. Ça concernerait les retraites, où il faut s'aligner sur ce qui se fait dans toute l'Europe. On ne peut pas être le seul pays qui n'a pas le courage d'aller jusqu'à 65 ans, en réfléchissant alors à ce que doivent être les conditions de travail de celui qui a 60, 62, 63 ans. Pas pour tout de suite, mais dans la durée. Et puis il y a aussi une réforme qui s'occupe du code du travail, du code des impôts, qui allège de manière drastique ce qui constitue des contraintes de tous les jours. Le code de l'environnement, le code de l'urbanisme. Voilà des sujets sur lesquels on peut travailler dans un instant. très vite. Vous voyez que c'est pas si loin 2017. Attendez, je peux vous répondre là-dessus, c'est très important. Vous me dites c'est pas si loin 2017, vous avez raison. Il y a une chose. Quand je dis que c'est loin, c'est que nous n'aurons pas trop de 4 ans pour convaincre les Français qui aujourd'hui, pour 1000 raisons, doutent. Et ces 4 années, elles doivent être mises à profit pour être audacieux, pour mettre les pieds dans le plat, pour ne pas faire d'eau tiède. Et c'est ça que je veux, avec mes amis de l'UMP, faire avec les Français. Et croyez-moi, ce sera beaucoup plus important que cette politique politicienne dont vous avez compris que j'en veux plus. Le deuxième séquence, vous avez récemment, Jean-François Copé, présenté les grandes lignes de votre programme économique, vous en parliez il y a un instant. Est-il cohérent? Est-il crédible? François Langlais nous rejoint pour vous questionner. Merci Nathalie. Bonsoir François. Bonsoir David. Vous avez 20 minutes, c'est à vous, et vous souhaitiez commencer par une question d'actualité. Bonsoir Jean-François Copé. Bonsoir. Une question sur Alcatel, l'industrie de la téléphonie française, qui a annoncé il y a 48 heures un plan de 10 000 suppressions d'emplois, dont 1 millier en France. Si vous étiez au pouvoir aujourd'hui, est-ce que vous laisseriez ce plan de restructuration se dérouler comme l'entend la direction, sans interférer? La situation d'Alcatel est extrêmement grave. Ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une entreprise qui connaît depuis de nombreuses années, du fait de la concurrence, des conditions de production qui sont de plus en plus difficiles à tenir. Et cela doit nous renvoyer à une question stratégique. Il faut baisser le coût du travail et il faut améliorer la compétitivité. Est-ce que vous laisseriez l'entreprise
Sur supprimer Alcatel, 1000 emplois en France. Sur Alcatel, 900 exactement. J'y viens à ce point. Sur Alcatel, malheureusement, une bonne partie du lait est déjà renversée. Cette entreprise est à bout de souffle. Il faut donc qu'elle se restructure. Il faut qu'elle se restructure, mais en même temps, il faut que l'État soit à ses côtés. Non pas pour l'empêcher brutalement de faire, mais pour faire en sorte que l'on mobilise tout le service public de l'emploi. C'est vrai pour Alcatel, qui évidemment défraye la chronique, parce que c'est une très grande entreprise et qu'il faut tout faire pour maintenir les sites en France. Mais c'est vrai de très nombreuses entreprises dont on ne parle pas au journal de 20 heures et dont je peux témoigner qu'elles doivent mobiliser toute notre énergie. J'ai eu, en tant que maire de Meaux, bien souvent à mobiliser le service public de l'emploi. Et je veux dire qu'il est souvent d'une efficacité remarquable. On en dit souvent du mal et on a tort. Beaucoup de plans d'accompagnement permettent à des salariés de s'en sortir. Mais est-ce que l'État doit se mobiliser parallèlement, justement, pour faire montre non seulement de sa solidarité, mais inciter, par exemple, les opérateurs téléphoniques français à acheter français Alcatel au lieu d'acheter chinois? Bien sûr, autant qu'on peut le faire. Du protectionnisme, donc. Mais préférence nationale. Attendez, je vous ai lu. Je pense comme vous que l'idée d'un protectionnisme européen, moi je l'appelle autrement, j'appelle cela réciprocité. Mais peu importe, on voit bien de quoi l'on parle. Ce que je veux simplement vous dire, Monsieur Langlais, c'est que je crois indispensable que tout plan d'accompagnement dans cette période vis-à-vis des salariés qui sont, comme on peut l'imaginer, d'ailleurs on a vu les images, paniqués, ce sont pour beaucoup d'entre eux des salariés de très haut niveau, de très grande qualité, qui incarnent l'excellence française. Il faut naturellement s'occuper de chacune et chacun d'entre eux, mais il faut aussi que notre gouvernement change complètement de politique économique. Il faut absolument qu'il baisse. Mais là, le sujet est très circonscrit. Il est très circonscrit, mais vous êtes d'accord. Oui, sauf que vous voyez bien. Pardon, pour que ça soit clair, vous êtes d'accord pour une politique de préférence nationale, de patriotisme économique, comme dit Arnaud Montebourg, par exemple. Oui, ou Dominique de Villepin avant lui. En réalité, de quoi parlons-nous? Parce que ce qui compte, ce n'est pas les mots. Ce qui compte, c'est les mesures qu'on met derrière. Moi, je suis désolé, on ne peut pas parler de patriotisme économique lorsque l'on plombe les comptes des entreprises en multipliant les impôts et les charges. Ça, c'est encore autre chose. Mais attendez, je suis désolé, on ne peut pas dire que c'est autre chose, c'est la même chose. Vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Alcatel, le problème est tel que nous l'avons décrit. Donc, vous dites, oui, il faut l'aider, d'un certain côté, en bloquant la concurrence déloyale des Chinois. Oui, mais enfin, il faut créer les conditions pour ça. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de décréter qu'on va bloquer la concurrence déloyale des Chinois. Comment se caractérise cette concurrence déloyale? Par des coûts extrêmement faibles. On ne va jamais concurrencer à ce niveau-là les Chinois, mais en revanche, baissons nos coûts de production. Notre principal problème aujourd'hui, c'est une absence de compétitivité parce que nos charges sont trop élevées. Nous avions mis en place un programme qui consistait à baisser les charges sociales des entreprises et les transférer à la TVA. La première décision de François Hollande a été d'annuler cette mesure. C'était irresponsable et les entreprises le payent cher aujourd'hui. Votre programme, François, vous vouliez commencer par les fonctionnaires. C'est au fond la réforme de la sphère publique, c'est quelque chose d'assez important dans vos réflexions. Vous voulez supprimer 1 million de fonctionnaires. Alors, sur un peu plus de 5 millions, donc c'est un chiffre considérable, au point qu'on se demande même si c'est un chiffre vraisemblable. Et certains dans votre camp se posent la question de façon très explicite. C'est Alain Juppé qui faisait part de son interrogation le 18 septembre. Avant que je ne lui en reparle. On l'écoute si vous le voulez bien. Soyons sérieux, 1 million de moins de fonctionnaires, ça ne veut rien dire. Où est-ce qu'on va les prendre? On va supprimer massivement des postes dans l'éducation nationale, dans la police, dans la justice, mais dire qu'on va supprimer d'un trait de plume 1 million de postes de fonctionnaires, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Oui, c'était avant que je ne lui explique. Et après, nous nous sommes reparlés très tranquillement et il a parfaitement... Ce chiffre est quand même considérable, au fond. Enfin, François Langlais, peut-être peut-on rentrer dans le détail, parce que le grand problème dans notre pays, c'est qu'à chaque fois qu'un responsable politique se penche sur ces questions-là, il est caricaturé avant même d'avoir fini sa phrase. Alors on vous écoute là-dessus. J'ai été ministre du Budget pendant 3 ans. J'ai mené pendant 3 ans une politique, c'était sous le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin puis de Dominique de Villepin, systématique de baisse des dépenses publiques inutiles, et j'ai terminé l'année 2006 en exécution avec un budget où on baissait la dépense publique, on baissait les impôts, on baissait le déficit et on baissait la dette. Nous avions travaillé avec Thierry Breton là-dessus. Ce qui était relativement confortable, vous en conviendrez. Oui, d'accord. Mais je ne vois pas bien le lien avec le fait de baisser la dépense publique. Écoutez, si, ça change tout. La dépense publique, elle se mesure en points de PIB, donc elle dépend de la croissance. On va regarder, si vous voulez bien, un graphique sur cette période-là, justement sur l'évolution du nombre de postes de fonctionnaires. 2002-2007, c'est l'époque où vous étiez notamment ministre. On passe de 4,5 millions à 4,8 millions en 5 ans. C'est-à-dire que le nombre de fonctionnaires augmente de 7 ou 8%.
On passe de 4,7 millions à 4,8 millions entre 2005 et 2007. Enfin, peu importe. Oui, d'accord. Non, mais c'est-à-dire, vous nous dites, il faut diminuer les fonctionnaires. Quand vous êtes au pouvoir, vous augmentez le nombre. Monsieur Langlais, je propose ce programme, je voudrais qu'on rentre dans le détail. Actuellement, le nombre de fonctionnaires, c'est 20% de la population active. Au sens large, oui. Oui. En Allemagne, c'est 13%. 1 million de fonctionnaires en moins, c'est 16%. C'est-à-dire que, face à une Allemagne qui, je ne crois pas, n'est absolument pas sous-administrée, avec 16%, nous serions encore au-dessus. Ma question ne portait pas sur l'objectif, c'est sur la méthode. Oui, mais... Sachant que vous-même, quand vous étiez au pouvoir, vous faites le contraire. C'est ça qui est interpellant. Je vais vous parler de ce que je propose, et puis après, on va parler du passé, du présent et de l'avenir. Ce que je propose, c'est évidemment pas de faire ça en claquant des doigts, ni, bien entendu, en 6 mois. C'est un travail qu'il faut étaler sur, pour le coup, 3 ou 4 ans ou 5 ans. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est une réorganisation complète de la fonction publique. C'est de repenser la question du temps de travail. Si nous remettons en cause les 35 heures, ce que je crois indispensable, nous n'avons pas les moyens de continuer à 35 heures. Si nous le faisons pour le privé, en permettant la négociation par entreprise ou par branche, on sera obligé de le faire aussi pour l'État, sinon les Français n'y comprendront rien. À partir du moment où on passe dans l'administration progressivement à 39 heures, ça veut dire des fonctionnaires dont on doit imaginer et construire qu'ils soient moins nombreux, pour le même prix. Mieux payés, progressivement mieux payés naturellement. Vous ne faites pas d'économie. Mais pas au même prix. Pas tout de suite au même prix, mais vous améliorez la compétitivité aussi et l'efficacité dans la fonction publique. Vous savez que la précédente tentative pour réduire le nombre des fonctionnaires, c'était celle du 1 sur 2, c'est-à-dire on ne remplaçait pas un départ sur 2 à la retraite. Sur 5 ans, elle a fait diminuer le nombre de fonctionnaires de 130 000. C'est-à-dire que pour obtenir 1 million, il faut 35 ans. Oui, mais... Donc vous dites c'est 3 ou 4 ans, mais non, en fait c'est un tiers de siècle. Mais parce qu'on ne se contente pas simplement de la fonction publique d'État. Il faut aussi s'occuper de la fonction publique territoriale, d'où ma proposition de fusionner les départements et les régions, de réorganiser également les hôpitaux, dont on ne se demande plus aujourd'hui comment est-ce qu'ils peuvent être plus efficaces alors qu'il y a une crise terrible liée à la situation des 35 heures. Sur tous ces sujets, Monsieur Langlais, ce que je veux simplement vous dire, c'est que je veux qu'on ait une politique sur les fonctionnaires qui soit beaucoup plus audacieuse pour faire en sorte que leur carrière soient mieux accompagnés, qu'ils soient moins nombreux, mieux rémunérés, avec des tâches plus valorisées. C'est une réflexion de la même manière sur le périmètre de l'État, sur qu'est-ce qui doit être fait par l'État, qu'est-ce qui doit être fait par d'autres. Voilà. Alors, dans quel secteur peut-on, entre guillemets, enlever des fonctionnaires ou leur enlever le statut de la fonction publique? C'est ce que vous sous-entendez. Il y a une institution qui s'appelle la Cour des comptes. La Cour des comptes, tous les 3-4 mois, sort un rapport que je recommande que l'on en fasse le vade-mecum des hommes politiques et qu'ils aient le courage de dire voilà, nous faisons la démonstration, secteur par secteur, que l'on peut mieux servir les Français avec moins de moyens. Parce qu'en réalité, la plupart du temps, les augmentations de dépenses publiques, on ne sait pas où ça va. On sait une chose, c'est qu'avec les hausses d'impôts de François Hollande, ça coûte très cher aux Français. Donc il faut avoir le courage de dire demain une autre fonction publique. Moi, je rêve, par exemple, que ce qu'on appelle le top management, les cadres supérieurs de l'administration française, pour l'essentiel d'entre eux, demain puissent être des contractuels, des gens qui viennent du secteur privé et qui repartent avec une expérience nouvelle, qu'on fasse tomber le mur de Berlin, qui oppose les uns et les autres. Comment? Il faudra les payer mieux, je veux dire, il faudra les payer comme dans le privé. Bien. Enfin, en tout cas, avec une évaluation résultat. Je crois qu'il faut donner l'exemple. Je pense, Monsieur Langlais, qu'il y a beaucoup de cadres supérieurs qui, à un moment, pourraient accepter de servir l'État. C'est une manière de multiplier les passerelles, d'assouplir, de ne pas avoir les choses exclusivement à travers des processus d'augmentation d'effectifs. Alors, vous parliez de dépenses publiques, c'est votre deuxième chapitre. Oui. C'était ça, vous programmez d'ailleurs, là aussi c'est un chiffre considérable, 130 milliards d'euros de réduction de dépenses publiques, c'est peu ou prou 10% de ce qui est dépensé en France par la sphère publique dans sa totalité. C'est cela. Alors, bon, même si on comprend la nécessité de réduire ces dépenses, on se dit, au fond, est-ce que ce montant est crédible? Et alors, vous donnez un certain nombre de pistes, on va les regarder. Le problème, c'est que les montants, justement, qu'elle dégage ne sont pas du tout du même ordre de grandeur. La RGPP, révision des politiques publiques, elle a produit 2 milliards d'économies annuelles. Passage des fonctionnaires à 39 heures, 2 milliards d'après l'estimation de Jean Arthuis. Réforme du régime des intermittents, 1 petit milliard, forfait des soins médicaux, un demi-milliard. Les deux autres, diminution des versements aux collectivités locales et réduction des dépenses des opérateurs, on l'a déjà fait. On peut sans doute aller plus loin, mais on voit bien que ça n'a pas produit non plus des dizaines de milliards. Là, vous avez pris vraiment un tout petit extrait. Monsieur Langlais, les seules mesures concrètes, précises, dans votre programme, elles sont toutes là. Le reste, c'est repenser, redéfinir, faire mieux marcher. Mais bien sûr. Mais on ne peut pas. Mais attendez, on ne peut pas chiffrer aussi précisément aujourd'hui.
c'est une volonté politique et c'est un engagement. Je vous prends un exemple. Nous avons le même nombre d'enfants scolarisés qu'en Allemagne et qu'en Grande-Bretagne, à peu près 10 millions. Bon, nous dépensons chaque année pour l'éducation nationale 30 milliards de plus que les Allemands. Est-ce qu'on peut pas, c'est la Cour des comptes qui l'explique, est-ce qu'on ne peut pas imaginer demain de rénover profondément l'organisation de notre éducation nationale pour avoir en réalité des moyens beaucoup mieux utilisés? Il faut diriger l'État en ce sens. Ça veut dire que vous licenciez des enseignants, vous fermez des lycées? Mais ça veut dire qu'on réorganise tout cela. C'est pas, vous le présentez de manière extrêmement négative. Non, ça peut être dans certains endroits. Si on veut faire des économies, il faut se débarrasser de personnel ou fermer des établissements. Oui, moi, ça peut être aussi des redéploiements, des réorganisations. Il y a des endroits où on peut avoir des établissements plus importants, d'autres moins importants, mieux les répartir sur le territoire. Monsieur Langlais, quand un ménage est en difficulté et qu'il lui faut faire 10% d'économie et qu'il n'a pas le choix, il arrive à le faire. C'est dur, c'est douloureux, mais il arrive à trouver. Et grâce à ça, il peut rebondir. Une entreprise est en difficulté, il peut se trouver qu'elle ait besoin parfois de réduire de 10% ses dépenses. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce que l'État s'interdit de le faire? Ça veut dire que si nous le faisons... Encore une fois, c'est pas agréable de dire tout ça, je préférerais dire allons-y, dépensons. Il y a un problème. On est au bout du registre. On n'y arrive plus, sauf à augmenter tellement les impôts des gens qui ne peuvent plus payer. Donc en réalité, ce que je vous dis là, ça ne doit pas être présenté comme du temps de Winston Churchill, comme de la sueur, du sang et des larmes, etc. Je rappelle que cette époque-là, c'était l'époque de la guerre, de la déportation et de la mort. Aujourd'hui, il s'agit de voir si on peut retarder la construction d'un rond-point près de chez nous, voir si on peut ne pas continuer à rembourser 100% tel ou tel médicament, voir comment est-ce qu'on peut réorganiser l'administration française. Et c'est un vrai pacte présidentiel. La question qui revient, c'est que ne l'avez-vous fait avant? Alors ça, c'est l'autre question. Mais oui. Mais je vais répondre, bien sûr. Alors pourquoi vous croire aujourd'hui, alors que la droite a été au pouvoir pendant 10 ans et que rien n'a bougé de ce point de vue-là? François Langlais nous a même montré que l'emploi public avait augmenté, par exemple. Et quant à la dépense publique, sur 10 ans, c'est saisissant. C'est-à-dire qu'en gros, on part du point où vous voulez arriver, 50% de la richesse en dépenses publiques, et on est monté à 57% aujourd'hui. Il y aura les mêmes oppositions, il y aura les mêmes débats. Justement, il y aura... c'est là où... Pourquoi vous croire aujourd'hui? Écoutez, c'est là où je parlais tout à l'heure de pacte présidentiel avec les Français. La catastrophe économique à laquelle nous conduit François Hollande a, dans notre malheur, une vertu. Elle nous permet de voir le désastre que constitue le fait d'augmenter les dépenses publiques et d'augmenter les impôts. Tous les autres pays européens se sont engagés dans des réformes de baisse des dépenses, de baisse des déficits et de baisse des impôts. Je veux la même chose pour mon pays. Avec vous des me résultats, dites... Comment ? Avec des résultats économiques très mitigés, d'ailleurs. Oui, enfin écoutez, moi j'ai un modèle, c'est l'Allemagne. Et j'en ai assez que ce soit très mal élevé de considérer l'Allemagne comme un modèle. Moi je l'assume. Parce que quand je vois un pays comme l'Allemagne, dont le taux de chômage est 2 fois inférieur au nôtre, qui a réduit ses déficits budgétaires, alors qu'elle a eu à traverser la même crise que nous, je dis la chose suivante. Nous avons été avec Nicolas Sarkozy en tête, exemplaire dans la gestion de la crise. Et heureusement que c'était lui qui était à la tête de notre pays. Pas du tout sur les dépenses publiques. Là, ça n'a pas été... Vous citiez la Cour des comptes. La Cour des comptes faisait des rapports au vitriol. Oui, enfin, je n'ai pas la même lecture que vous du rapport de la Cour des comptes de la fin du quinquennat. Pas la dernière année, c'est vrai. Merci beaucoup. Les 4 années qui précèdent, pardonnez-moi, c'est très très différent. Enfin, 4 sur 5. Oui. Décidément, vous adorez les verres à moitié vides, vous. Enfin, non, c'est les verres quasiment d'accord, mais écoutez, je vous cite le dernier, c'est le dernier bulletin scolaire, celui de la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, qui montrait, de la part de la Cour des comptes, une gestion rigoureuse. Mais juste d'un mot pour finir là-dessus. Certes, je comprends tous ces reproches. C'est d'ailleurs bien pour ça que, quelque part, sans doute, nous avons été battus. On ne peut pas se jeter de la cendre dessus toute la journée, vous savez. Ces périodes d'opposition pour la droite française, qui est habituée à gouverner, à agir, c'est une épreuve parce que dans le même temps, les Français, on voit comment ils sont gouvernés. On voit cette crise d'autorité terrible de la part du président Hollande. Donc, ce que je veux simplement vous dire là-dessus, c'est que sur ces sujets, il faut faire œuvre de courage politique. Et puis un dernier mot, peut-être, si vous le permettez. Sur les impôts, si vous le permettez. Parce que justement, vous dites, finalement, on va rendre aux Français la moitié des économies sous la forme de baisse d'impôts. Et puis quand on regarde dans le détail, on voit que vous augmentez la TVA de 3 points, vous supprimez les niches de l'impôt sur le revenu, vous allez augmenter la fiscalité sur l'assurance vie en allongeant la durée justement de franchise fiscale, vous baissez le plafond du livret A, on dit mais à qui rend-il ? Vous parlez de choses qui se sont faites au moment où il fallait, on était en pleine crise. Non, je parle de ce qu'il y a dans votre programme. Non. Écoutez, là-dessus, nous avons fait une convention
sur la fiscalité pour dire que nous allions rendre des impôts, de l'argent aux Français. Vous augmentez la TVA. Comment? Vous augmentez la TVA. Mais enfin, mais on augmente la TVA parce qu'on baisse les charges sociales. Non mais là, non, j'entends. À qui rendez-vous l'argent justement? Parce qu'au fond, c'est pas au ménage. Mais c'est deux choses différentes. C'est deux choses différentes. Je pense que vous me posez la question pour qu'elle soit clarifiée. Attendez, il y a une chose qui s'appelle la TVA anti-délocalisation. On baisse les charges sociales des entreprises pour baisser le coût du travail et éviter des situations comme celle d'Alcatel. Et on le transfère à la TVA, comme l'ont fait les Allemands avec le succès que nous avons vu. Mais dans le même temps, je propose des baisses de dépenses publiques qui vont permettre les baisses d'impôts. Les ménages ne voient pas leur impôt diminuer si vous êtes au pouvoir. Mais bien sûr que si, je viens de vous le dire. Les ménages. Mais la baisse des dépenses publiques donnera lieu à une baisse d'impôts qui touchera aussi bien les entreprises que les ménages. L'engagement, c'est de revenir sur toutes les hausses d'impôts de François Hollande, puisqu'elles ont paralysé le pays. Juste une chose, Monsieur Langlais, pour que tout le monde comprenne bien, il y a un mot clé dans la démarche que je propose, c'est le mot de contrepartie. Si on doit baisser les dépenses publiques, c'est parce que derrière, il y a une contrepartie positive pour les Français. Je n'imagine pas un pacte présidentiel sans le mot de contrepartie. À chaque fois, les Français doivent savoir que quand on fait une réforme, c'est pour améliorer les choses. C'est pour faire en sorte que si on baisse les impôts, c'est pour leur rendre du pouvoir d'achat, leur rendre de l'argent. Si on baisse les impôts des entreprises, c'est pour leur permettre d'investir et d'embaucher. Et on le fera de manière très large. Et un dernier point, parce qu'il est très important, c'est qu'il y a une autre dépense publique qu'il va falloir réduire. Cette dépense publique, c'est l'impôt qui est lié à cette lourdeur de réglementation qui tue ce pays. Alors justement, François Langlais vous a préparé une petite démonstration. Le chapitre qui suivait, c'est vrai que vous reprenez ce thème dans votre programme, il est très important. Vous reprenez d'ailleurs, c'était un thème de Nicolas Sarkozy. François Hollande en a fait aussi un de ses objectifs. Et pourtant, cette machine administrative, elle ne cesse de se compliquer. Je vous ai apporté un repas, justement, avec 3 éléments. C'est un de ces repas très simples, comme les Français en prennent quand ils prennent le train, par exemple. Un pain au chocolat, un sandwich, une bière, à consommer avec la plus grande démodération, évidemment. 3 taux de TVA différents. 5,5, 7, 19,6. Pour établir l'addition de ce simple repas, c'est d'une complexité inouïe pour le restaurateur. C'est tiré d'une loi que vous avez votée en décembre 2011. C'est une loi qui prévoit également, par exemple, que quand vous commandez un plateau de coquillages, soit les coquillages sont ouverts et c'est 5%, soit ils sont fermés, c'est 7%. Les glaces individuelles, 5%, les glaces en pot collectif, 7%. Ça n'a aucun sens. Très compliqué de manger des glaces et de se les faire payer. Voilà, c'est vous qui avez voté cette loi. Comment est-ce qu'on peut vous croire quand vous dites il faut simplifier la machine administrative alors que les lois que vous avez votées, eh bien, vous ne les avez visiblement pas suivies jusqu'au bout. Monsieur Langlais, vous savez, cet argument qui consiste à dire comme vous ne l'avez pas fait avant, on ne vous croit pas. Si non, je vais vous avez fait le contraire. Écoutez-moi. Non, mais écoutez-moi. Comme cet argument-là, vous pouvez nous le resservir toute la vie. Moi, je ne vais pas porter sur les épaules systématiquement tout ça pour une raison très simple. C'est que si on vous écoute, le mieux, c'est que on fasse plus d'émissions, qu'on n'aille plus nulle part, et qu'on considère par pertes et profits, au motif que vous ne faites la liste que des choses négatives, rien de ce qui a été positif. Pas du tout. Non, si. On veut juste un argument pour vous croire. Mais d'accord. C'est la seule chose dont on a besoin. Monsieur Langlais, faites comme vous voulez, car après tout, c'est vous l'électeur. Vous choisirez de me croire ou pas de me croire. Il y a une chose que je sais, c'est que je vois d'un côté un parti, Front National, qui est dans la démagogie la plus totale, dans le populisme absolu, pour lesquels, de manière générale, on prête une indulgence extraordinaire, alors que son programme... Non, il n'y a pas d'indulgence, écoutez-moi, François Copé. Quand Marine Le Pen est à votre place, elle est questionnée de la même manière. Monsieur Pujadas, ne défendez pas votre profession, elle n'est pas attaquée. Je veux juste expliquer les choses. Le Front National, quand il s'exprime, en réalité, défend un programme qui est économiquement absurde. Vous-même, François Langlais, vous ne sauriez pas par quoi commencer. La sortie du franc, vers le franc, je l'ai dit tout à l'heure, ça ne tient pas la route une seconde. Les nationalisations, ça n'est pas sérieux. Le rétablissement de la peine de mort pour les dealers, ça n'a aucun sens. Bref, en revanche, ce que je veux rappeler, c'est que de l'autre côté, nous avons un François Hollande qui, avec les augmentations massives d'impôts auxquelles il a procédé, a paralysé l'économie parce qu'il ne voulait pas faire de réforme. Résultat des courses, une économie à plat. Derrière ma question, il y a une autre question, si vous voulez, c'est au fond, un homme politique peut-il arrêter cette machine folle quand il est au pouvoir? Ou est-ce qu'il est condamné à la subir et nous, à la subir également? Il y a une grande différence peut-être entre François Hollande et nous, c'est que nous travaillons et nous allons le proposer aux Français, alors que François Hollande l'a systématiquement refusé. Vous savez, monsieur, attendez, juste un point. Je vous ai amené, pour ça que le dossier est épais, je vous ai amené un cadeau. C'est comme dans Question pour un champion,
Quand on perd, on a un cadeau. Vous n'avez pas perdu, mais vous avez le cadeau. Regardez. Votre entrée en matière est un peu bizarre. Chacun amène son objet. Regardez. Oui, c'est vrai, chacun son objet. Oui. Honnêtement, je ne savais pas si j'allais le faire, mais comme vous m'avez cherché avec ça, je vous ai amené le mien. C'est la loi du flot. La loi du flot, 320 pages, 86 articles. L'objet sacré pour paralyser définitivement le marché immobilier français. Vous l'avez là-dedans. L'administration française a mis tout ce qu'elle pouvait pour bloquer le jeu au nom de l'idéologie. Vous en parlerez peut-être avec Najat Vallaud-Belkacem. Non, mais attendez, avant d'en parler avec Najat. Il faut qu'on avance, Jean-François. Oui, d'accord. Juste, je termine là-dessus. Monsieur Langlais, dans nos propositions, il y a effectivement de tuer toutes ces réglementations qui paralysent le pays, pour lesquelles des ordonnances, dans les 6 premiers mois, seront bien utiles. Donc je vous promets que sur ces sujets, nous aurons un pacte avec les Français et que s'ils nous soutiennent, alors ça voudra dire qu'ils ont envie que ça change. Et c'est à cela qu'on va travailler avec eux. Le gong a sonné. Un mot sur le chômage, François. Oui, parce que vous expliquez qu'il faut réformer l'indemnisation des chômeurs, et vous dites ça ne marche pas. Et vous dites qu'il faudrait réduire les allocations chômage au bout de 6 mois, justement pour inciter les sans-emploi à revenir sur le marché du travail. Est-ce que ça veut dire que, pour vous, le problème en France, ce n'est pas le chômage, mais plutôt les chômeurs, c'est-à-dire le fait qu'ils n'ont pas envie de trouver du boulot? Ah non, certainement pas. Ah, certainement pas. Je crois que ce n'est pas du tout en ces termes qu'il faut poser les choses. Alors pourquoi vous diminuez leur indemnité? Je regarde, quand on a un problème en France, je regarde systématiquement comment les autres pays font. Et j'ai noté que les Allemands, qui avaient remarquablement réussi dans la lutte contre le chômage, avaient mis en place une stratégie qui reposait sur 3 idées fortes. Première idée, mettre l'apprentissage en haut du podium. Faire en sorte que les apprentis, ce soit quelque chose d'important. Voilà. Et en Allemagne, vous avez 1 600 000 apprentis contre 600 000 en France. Nous dépensons plus d'argent pourtant que les Allemands pour y parvenir. Deuxième objectif, baisser, on l'a dit, le coût du travail. Baisser les charges sociales pour que les entreprises aient les moyens d'embaucher. Et troisièmement, de réduire les conditions de la durée d'indemnisation et en échange, accompagner individuellement pas la même démographie chaque non plus, demandeur d'emploi. Oui, je suis d'accord avec vous. Ils n'ont pas la même démographie, mais ils n'ont pas d'habitants et pas de problèmes économiques non plus. Il faut arrêter avec cette histoire. Ils ont aussi le titre des problèmes de crise industrielle. Ils ont, avec cet ensemble-là, trouvé la solution qui a permis au chômage de baisser. Eh bien, je pense que quand un pays réussit, et dans ce domaine ils ont réussi, eh bien, ça vaut la peine. Alors à ce stade, de le faire. Et on va le faire régulièrement cette année, je vous propose de nous intéresser à un cas concret. L'économie, ce ne sont pas seulement des chiffres. Puis ça permet de mieux comprendre. En l'occurrence, il s'agit d'Isabelle Morer. Bonsoir madame. Bonsoir. Vous avez 50 ans, mère de 3 enfants. Vous avez fait beaucoup de choses, de l'aide aux personnes âgées, caissière, vendeuse, ouvrière, j'en oublie sûrement. Vous avez eu un restaurant. Aujourd'hui, vous faites des petits boulots de temps en temps, serveuse pour des baptêmes, des mariages le week-end par exemple. Et puis vous touchez le RSA en complément. Vous gagnez en moyenne 800 € par mois et vous ne trouvez pas de travail. Je crois que ça fait une dizaine d'années que vous cherchez un travail à temps plein, c'est bien ça? Tout à fait, tout à fait. Et j'en ai fait des contrats parce que je me suis rendu compte, en venant vous voir à la télé, que j'avais effectivement un énorme classeur et que je plains la personne qui va s'occuper de mon cas à la retraite, si j'ai la chance de vivre jusqu'à la retraite. Mais j'avais plein de choses à vous dire. Je ne suis pas venue de Mulhouse pour juste vous souhaiter le bonsoir. Je voulais vous dire que les Français, ils vous regardent, ils vous écoutent. Et malheureusement, il y a beaucoup de paroles, mais pas beaucoup d'actes. Parce que les gens qui se lèvent très tôt le matin, qui est mon cas, parce que je me lève au moins à 6 h du matin et je me couche au moins à 11 h. J'ai élevé mes 3 enfants toute seule, j'attends toujours un franc de pension alimentaire. Je me démène dans le bénévolat, je cours après tous les contrats, je paye une taxe d'habitation, je paye de l'EDF, je paye du loyer. Enfin, il faut toujours que je sois présente. Mais j'aimerais qu'on me dise à quel moment je peux me souffler un peu et m'arrêter. Alors, sur la recherche d'emploi, madame, voilà. Et sur les règles d'indemnisation, est-ce que vous avez quelque chose à dire à Jean-François Copé? C'est ce que vous voulez nous dire, monsieur Jean-François Copé, parce que quand on vit, on survit, monsieur Copé, avec le peu qu'on ose nous donner. Bientôt, on pourra plus payer un morceau de savon pour se laver. Et il faudrait encore que je dise merci. Moi, j'ai fait des enfants, monsieur Copé, pour qu'ils aient du boulot, pour qu'ils aient un avenir. Parce que mon Alsace, il y avait DMC, il y avait Manurin, il y avait Clemcy, il y avait la SNCF. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. Le plus grand aujourd'hui de personnel chez moi, c'est l'hôpital. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que les gens sont malades et n'en peuvent plus. Alors, c'est vrai que j'ai essayé de me préparer pour vous parler calmement, mais je suis
Vraiment désolée, ce soir, je ne peux pas être calme. Est-ce que vous avez une question précise? Une question précise. Est-ce que si je vous disais à vous, Monsieur Copé, demain, on vous enlève dans 6 mois à la moitié de votre allocation, parce que moi, j'ai le droit, Monsieur Copé, d'aller au discounter, d'aller dans la grande surface, mais je pleure devant la vitrine du spécialiste et des foie gras et puis des liqueurs, et je suis obligée toujours de passer devant, et quand mes enfants me tapent sur l'épaule, je dois encore dire oui, tout va bien. Alors moi, si je suis là ce soir, et si je suis fâchée, Monsieur Copé, c'est parce que ça fait 40 ans qu'on me promet que demain sera meilleur et il n'est pas meilleur et il y a toujours plus de chômage. Alors je suis au Resto du Cœur à qui on a dit ils seront là pour un moment. Je suis au Bouchon d'Amour parce que les handicapés ça parle pas non plus. C'est que de l'argent et de l'argent et de l'argent. Remettez peut-être les gens, l'humain au départ de la chose et vous verrez, nous irons beaucoup, beaucoup mieux. Jean-François Copé vous répond peut-être sur la question de l'indemnisation. Enfin, c'est pas seulement là-dessus, parce que ce que vous dites, madame, je le comprends d'autant plus que, étant maire d'une ville... Vous pouvez pas le comprendre, excusez-moi, parce que quand on survit avec 470 € par mois, c'est pas vrai. J'ai un loyer plus haut, je suis en Banque de France, je pourrais y aller pleurer, alors vous pouvez pas comprendre ma situation. Alors il dialogue avec vous, il vous répond. Non. Madame, vous savez, l'intérêt c'est... Personne ne peut comprendre mieux que moi, il faut le vivre. Donc moi j'invite Monsieur Copé, s'il veut, il vient une semaine à Peugeot avec mon fils, il va voir comment on se débrouille à Peugeot et s'il pensera réellement qu'on peut travailler jusqu'à 63 ans. Alors il viendra peut-être, mais d'abord il vous répond, madame, il vous répond. On va l'écouter. Excusez-moi, c'est vrai, excusez-moi, je manque de dignité, excusez-moi. Non, d'abord, c'est pas un problème de dignité, la dignité vous l'avez, y compris dans la manière dont vous exprimez. Je vous demande juste de me laisser vous répondre, parce que l'intérêt de cet échange, c'est de pouvoir... échanger. C'est de pouvoir vous dire, moi aussi, ce que je ressens. Donc quand je vous dis que je comprends votre message, c'est tout simplement parce que dans le mandat que j'exerce, qui est celui de maire à Meaux, ce que vous vivez, je suis amené tous les jours à essayer, à la place qui est la mienne, de trouver des solutions. Je ne dis pas qu'on les trouve, je dis qu'on essaye à chaque fois d'être à vos côtés. Ce que vous décrivez, c'est la résistante, la résultante. Monsieur Copé, je m'excuse. Écoutez-moi, madame. Non, je vous ai écouté. Maintenant, c'est à moi de vous dire ce que je pense. Non, laissez-le terminer. Laissez-le terminer, s'il vous plaît, madame. S'il vous plaît, madame. Laissez-le terminer. Il était en train de développer son propos. Mais peut-être sur la question de la dégressivité qui était posée par madame Jean-François. Je vais vous dire, c'est extrêmement frustrant pour moi parce que j'aimerais vraiment qu'on prenne le temps d'en parler parce que je vous sens super énervé, ce que je comprends. En plus, vous êtes venu toute la journée depuis Mulhouse, mais il faut qu'on parle quand même un peu du fond. Allez-y, peut-être sur la question de la dégressivité, Jean-François. Qu'est-ce qui ressort de tout ça? C'est que c'est notre système qui ne marche pas. C'est pas celui que vous avez en face de vous, le problème. Ce qui se passe, c'est que depuis des années, on a mis en place des systèmes qui sont tellement précaires en termes de travail que personne, et vous en êtes l'illustration et la victime, ne peut prévoir un peu sur la durée comment sécuriser son travail. Pourquoi? Parce que tout est trop cher. La vie est trop chère, le coût du travail est trop cher, les rigidités sont telles qu'il y a des gens qui ont peur d'embaucher parce qu'ils se disent comment je vais faire s'il y a un problème. Et vous, de votre côté, vous galérez, vous êtes brinque-ballé d'une administration à l'autre, d'un contrat à un autre, et c'est ça qui fait la... Mais attendez, je vous vois hocher la tête. Je vous assure, des situations comme celles que vous décrivez, j'ai malheureusement eu bien souvent dans ma vie à devoir les partager. Donc je voudrais vous demander ce crédit-là de comprendre que ce que vous décrivez, c'est aussi la France d'aujourd'hui. Bon, et donc par rapport à cela, les seules solutions, c'est des solutions dans lesquelles on facilite les embauches. On facilite les embauches pour tous les âges et pour toutes les formations. Ce qui compte, c'est qu'on trouve des entreprises pour vous embaucher. Donc il faut qu'on baisse les impôts, qu'on baisse les charges, pour que les gens puissent avoir les moyens de payer des choses et que les entreprises puissent embaucher. Et vous faites non avec la tête, vous êtes tellement dans votre colère que vous n'avez plus envie de m'entendre. Allez-y, Madame Morel. Donc très bien, mais l'intérêt de notre échange, c'est qu'on puisse aussi échanger. Voilà. Mais il faut qu'on arrête de parler, qu'on fasse des choses. Il faut peut-être penser à notre jeunesse et penser à notre RSA, parce que j'aimerais bien voir, Monsieur Copé, un de nos élus aujourd'hui, qu'il soit maire, qu'il soit sénateur, député, ce que vous voulez, commencer à prendre des décisions, se lever le matin et se laver la figure en se disant je vaux 470 € parce qu'on en a décidé pour moi, et qu'on m'enlève à tout moment, à tout bout de champ, parce qu'il y a 3 personnes qui s'occupent de moi, que ce soit la CAF, que ce soit le Pôle emploi, que ce soit le Conseil général. Je peux vous dire qu'on s'ennuie pas. Hein. Vous voyez, rien que déjà, si on fusionnait tout ce que vous venez de nous dire, ça ferait des économies de gestion et ça ferait de l'argent mieux utilisé. Madame Morel, je peux vous poser une question? Et la grande différence, c'est d'essayer de voir comment demain, on peut changer ce pays pour le simplifier et que les rapports soient beaucoup plus directs. Copé. Ça n'a pas changé, mon malheur s'est agrandi. Alors maintenant, moi, je vais vous dire, si je dois me retourner voter, je voterai pour une personne qui est sur le terrain tous les jours, qui se lève à 6 heures, qui prendra le métro
métro, le train, le bus, qui aura le courage de se lever et d'aller travailler pour le SMIC. Parce que même ceux qui sont au SMIC s'en sortent pas. Donc comment voulez-vous vouloir encore enlever à ces pauvres gens qui n'ont déjà rien? Monsieur Copé, à un moment donné, il faut rester digne. Mais madame, arrête. Vous étiez madame, là avant, je suis désolée, ça fait 40 ans que j'attends, que je dis à mes enfants, demain ça ira mieux. Mais ils commencent à me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, maman? Faut boire un coup, faut arrêter, ça va jamais mieux. Madame Morer, je peux vous poser une question? Si la philosophie, au fond, parce que la philosophie, s'il vous plaît, Jean-François Copé, la philosophie de ce que propose Jean-François Copé, c'est de dire, en diminuant les allocations chômage, on incite les gens à retrouver un emploi, on incite les gens à accepter les offres qui leur sont faites. Est-ce que vous pouvez nous dire, vous, au vu de votre expérience, si ça a une réalité ou pas? Vous allez au Pôle emploi, nous sommes peut-être 6 ou 7, je ne sais pas par Pôle emploi combien de personnes nous sommes. Il y a peut-être 2, 3 annonces et il faut être ou qualifié ou pas du tout. Et on vous dit encore, quand ils sont bien gentils de vous parler, parce qu'ils n'ont pas toujours le temps et vous devez rentrer dans ces petites cases et vous n'y rentrez jamais, enfin ce qui est mon cas en 40 ans, on vous dit à combien estimez-vous le salaire qu'il vous faut? Il faut encore que je me rebatte, monsieur Copé, pour leur dire, il y a le SMIC qui a été instauré, j'aimerais au moins me bouger pour ça. C'est pas grand-chose, c'est au moins ça. Alors je suis vraiment désolée, il faut arrêter. Et toujours parler de ces chômeurs et de ce RSA et des malades, faut arrêter tout ce système est payé, parce que les salariés ils payent pour les chômeurs, et puis nous on paye pour les allocations familiales. J'ai été de l'autre côté de la barrière, j'ai payé, j'ai donné, et avec fierté. Mais aujourd'hui je paye et je suis pas fière, parce qu'on m'impose des choses et je peux pas aider mes enfants. Alors moi, quand j'ai fait des enfants, il y avait du boulot. Regardez l'Alsace, comme elle se portait quand ma fille elle est née. J'avais 26 ans, j'en ai 50. Aujourd'hui, l'Alsace elle souffre et il n'y a plus rien. Et on dit oui, les jeunes ne veulent pas aller bosser, monsieur Copé, mais il faut leur trouver du travail. Il n'y a plus d'usines, vous en avez fermé 1254. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Madame Morer, on ne vous a rien proposé, par exemple, ces derniers mois. Le Pôle emploi, il m'a envoyé une fois dans une station-service. Et dans cette station-service, alors que je demandais pas du tout une station-service, on m'a dit c'est le seul truc que je puisse vous proposer aujourd'hui. Je suis allée. Et quand j'ai rencontré ce charmant monsieur à la station-service, il m'a dit ça fait 4 semaines que le poste est pourvu, madame. Et j'aurais dû me lever à 3 heures du matin avec 3 enfants à la maison et personne pour les garder. Alors j'avais 36 solutions. Heureusement qu'il y avait quelqu'un qui avait pris cette place parce que j'aurais encore laissé mes enfants au détriment d'une activité salariale pour pouvoir m'en sortir. Alors maintenant, moi, je vous pleure pas pour moi. Ma vie est passée, j'ai eu de belles choses et j'ai rencontré tellement de gens dans mon bénévolat parce que je me lève tous les jours en faisant plein d'autres choses. Mais ce que je voudrais pas, c'est que mes enfants, quand ils me regardent, je dois baisser la tête parce que j'avance plus. Je suis pas le bourricot de service. Il faut que j'avance avec mes enfants. Il faut que mes enfants me disent merci. Parce qu'aujourd'hui, je suis grand-mère et j'ai bien peur de ce qui va rester à ma Louane. Je vous dis franchement. Merci. Moi, Merci Madame Morer pour ce témoignage. Vous n'avez pas à être désolée, c'est un témoignage très intéressant. Tout le monde vous a écouté. Jean-François Copé vous répond. J'aimerais juste encore 2 petites minutes, s'il vous plaît. Rapidement, parce que nous sommes sur le chômage, on est bien d'accord. Moi, j'invite tous les chômeurs qui sont seuls, toutes les femmes seules, tous les hommes seuls, qui savent pas comment faire et pas se débrouiller. Il y a le MNCP qui au moins les écoute, même s'il n'a pas la solution miracle, mais il est là pour les soutenir. Et ça, c'est très important, parce que tous les malades à l'hôpital, ils attendent une parole qu'ils recevront jamais. Parce que notre service public en France, il est foutu. Et je vous prie de m'excuser pour ma colère, mais en Alsace, quand ça va pas, ça va pas. Et maintenant, on touche encore à mon Munster et à mon Gewürztraminer. Alors, faut vraiment arrêter. Faut vraiment arrêter. Merci, Madame Morer. Merci d'avoir été avec nous. Jean-François Copé, vous souhaitez... Et je vous remercie de m'avoir reçu. Avec plaisir. Vous souhaitez... Merci. Une bonne soirée. Bien sûr. Merci, Madame Morer. Voilà. Vous souhaitez répondre, Jean-François Copé? Bien sûr, je voudrais répondre. Bien sûr que je voudrais répondre. Pourquoi? Parce que ce que Madame nous a dit, c'est effectivement le cri de colère absolu. C'est la parole qui remonte, hein, c'est le cri de colère absolu. Bon, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas réagi, parce que j'ai bien compris que c'était pas pour ça qu'on échangeait. Bon. Donc j'ai entendu le message. Ce message-là, je l'entends comme tous les responsables politiques dans tous les territoires français de la même manière. Alors à partir de là, il y a 2 options. Il y a la première option qui consiste, vous l'avez fait tous les deux, Madame l'a fait, vous, on veut pas vous voir, vous étiez là avant, vous l'avez pas fait. Bien. Non, c'est pas le sens de nos interrogations, Jean-François Copé. C'est dire pourquoi on vous croirait aujourd'hui alors que vous étiez au pouvoir hier. C'est une interrogation légitime. Mais bien entendu, mais vous l'avez faite et puis Madame l'a fait aussi, donc ça va, c'est bon, je suis pas sourd, je l'ai entendu. Et comme je crois qu'il faut se dire les choses, je le dis. Donc la première option, je le répète, c'est de dire comme vous l'avez pas fait avant, tant pis, au revoir. Bien. Et dans ce cas, il y a quoi? Qu'est-ce qui reste? Il reste la gauche avec M. Hollande qui multiplie les augmentations d'impôts et qui étouffe ce pays. Et de l'autre, un Front National, le fruit défendu, tellement intéressant à regarder, sauf que derrière, je l'ai démontré tout à l'heure, c'est un suicide économique programmé. Bien. Alors qu'une fois qu'on a dit ces 2 choses-là, il reste quoi? Il reste la droite française,
qui vous dit, et je reconnais que je ne suis pas dans le rôle le plus facile, qui vous dit la seule solution, c'est d'essayer de regarder quelle est la vision qu'on peut avoir pour notre pays, qui soit à la fois courageuse, parce qu'il y a des décisions difficiles à prendre, et humaine, pour tenir compte de la situation individuelle que connaissent un certain nombre de nos compatriotes qui sont désespérés, comme cette dame que nous avons entendue et qui évidemment a poussé ce cri du cœur. Or la solution, je suis désolé, c'est de faire des efforts en échange de contrepartie. Les efforts, c'est d'assouplir les conditions d'embauche et de licenciement pour donner la possibilité aux entreprises d'embaucher en France, et dans le même temps d'accompagner chaque personne qui recherche un travail en lui donnant la formation. Et bien sûr que pour madame, c'est plus compliqué que pour d'autres compte tenu de son âge et de son expérience, mais il va falloir se mobiliser aussi pour chacune de ces personnes. Le service à la personne qu'a développé Jean-Louis Borloo, par exemple, il y a quelques années, c'est typiquement un domaine dans lequel on peut trouver des perspectives. Mais pour ça, il faut baisser les charges. Il faut faire en sorte que le coût du travail ne soit pas tel qu'on ne puisse plus embaucher. Ce qui est en train de se faire aujourd'hui fait que des centaines de milliers de Français qui pourraient avoir, par exemple, quelqu'un à domicile ne peuvent plus le payer. Il faut libérer ces énergies-là. Alors bien sûr, je le répète, c'est beaucoup plus difficile de tenir le discours que je tiens là qu'un discours lénifiant. Mais il faut bien que nous le disions. Bien. Et c'est un pacte avec les Français. On referme ce chapitre économique. Merci François. Dans un instant. Bonsoir Jeff. Bonsoir David. Vous avez épluché vous aussi les travaux et les propositions de l'UMP. Vous avez 20 minutes, c'est à vous. Bonsoir Monsieur Copé. Bonsoir. Vous avez appelé ça effectivement les états généraux de la reconquête pour faire bouger les choses, pour ne pas faire d'eau tiède, pour reprendre votre expression. C'est un peu l'ébauche de votre programme si vous revenez au pouvoir. Et on s'est intéressé effectivement, comme le disait David, au gros chapitre de l'autorité que vous estimez battue en brèche avec les socialistes. Alors on a choisi 4 propositions. On a appelé ça autorité, la méthode Copé. On va voir cela tout de suite. Et la première de ces propositions, ce serait d'instaurer pour les mineurs délinquants des peines d'intérêt général dès 13 ans. Ça, c'est assez original, puisqu'aujourd'hui, je rappelle que ces peines d'intérêt général, elles peuvent être prononcées à 16 ans. Pourquoi vous faites ce choix? Qu'est-ce qu'on peut demander à un enfant de 13 ans lorsqu'il a fait une bêtise? Je crois qu'il faut ouvrir les yeux sur la réalité de la société d'aujourd'hui. Ce sont des jeunes de plus en plus jeunes qui, pour un certain nombre d'entre eux, commettent des actes d'une violence inouïe. On ne peut pas laisser les choses comme ça. Et donc, à partir du moment où on assume cette réalité, il faut à la fois clairement responsabiliser les parents, et c'est indispensable qu'ils soient associés complètement à cette démarche avec la police et avec les services sociaux. Et c'est deuxièmement de faire en sorte qu'un jeune de 13 ans sache ce que c'est que de réparer la faute qu'il a commise. Pour être très concret, ces travaux d'intérêt général, ce serait à la place de l'école ou en plus de l'école? Ce serait en plus de l'école. Ce serait à discuter naturellement avec les différents acteurs qui suivent de près la question des mineurs. Mais je veux dire simplement que ce n'est pas simplement la question de l'enfant, c'est la question de son accompagnement. Parce que sinon, nous allons rentrer, et c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui, dans une véritable société de l'impunité. Et c'est vous dire le contraste entre ces propositions et celle de Mme Taubira. Alors justement, on va étudier une autre de vos propositions, une proposition étonnante, encore une fois, le dépistage des produits stupéfiants. Mais pardon, qu'est-ce qu'elle avait d'étonnant, la première proposition? Pas étonnante, excusez-moi pour ce jugement de valeur, nouvelle. Oui. Nouvelle. Non, étonnante au sens où, d'ordinaire, un enfant de 13 ans, on attend que ce soit ses parents qui le punissent s'il a fait une bêtise. Oui, mais enfin, vous voyez bien la réalité de notre société. Nous avons des parents qui sont aujourd'hui, dans un certain nombre de cas, soit défaillants, soit démunis. Est-ce qu'on les déresponsabilise pas du coup? Mais bien sûr, c'est indispensable. La responsabilité parentale est une valeur absolument majeure dans notre société. Et le drame, c'est que les messages qui sont diffusés depuis 18 mois sont des messages de laxisme, là où il faut absolument de l'autorité et de la fermeté. Bon. Alors donc, deuxième proposition, le dépistage des produits stupéfiants à l'école. Il s'agirait de pratiquer des tests urinaires ou salivaires. Je rentre dans le détail puisque vous le faites, avec l'autorisation des parents. Qu'est-ce qui vous fait penser que cette méthode serait efficace? Est-ce que l'école, c'est l'auxiliaire de la police? Non, non, non. Déjà, cette formule est trop réductrice. L'idée est la suivante. Il faut absolument combattre la drogue, l'usage des drogues. Je propose un dépistage aléatoire qui soit totalement anonyme, c'est-à-dire que personne à l'école ne le saurait. Ce dépistage pour les enfants concernés... Et si les parents ne veulent pas, monsieur Copé? Écoutez-moi. Non, écoutez-moi. Ce serait le dépistage des enfants. Les parents y seraient naturellement associés, ce qui leur permettrait de découvrir parfois que leurs enfants consomment des stupéfiants, et ainsi de mettre le plan hors sec en place.
C'est autre chose que le projet fou de vouloir mettre des salles de shoot, comme j'entends le gouvernement socialiste vouloir le faire. C'est donc, si je comprends bien maintenant, un projet de loi. L'hypocrisie ambiante fait qu'on va le déposer après les municipales pour être bien sûr que ce ne soit pas un objet. Mais c'est le même sujet. C'est la question de la drogue. C'est très grave de vouloir introduire ça dans notre pays. Si les parents refusaient cette initiative, est-ce que cela ferait de leurs enfants des suspects? C'est important. En tout cas, de leurs parents des complices. Et je crois qu'il faut que chacun comprenne que la première mobilisation des parents, c'est que s'ils apprennent que leurs enfants consomment des drogues, il est urgent que chacun se mobilise. C'est bien la société est d'abord là pour protéger les enfants avec le concours des parents. C'est capital que les parents soient mobilisés. Autre mesure, Jeff. Troisième proposition, vous souhaitez instaurer un code vestimentaire par établissement, et c'est-à-dire que c'est le retour de la blouse, le retour du passé pour justement solutionner les problèmes de l'avenir? On n'est pas obligé de prendre des blouses, on peut avoir des couleurs qui soient différentes. Je rappelle que cela a été mis en place dans les internats d'excellence. Je regrette tant que les socialistes veuillent les supprimer pour des enfants issus de quartiers difficiles, méritants. Aux dernières nouvelles, ils devraient être maintenus. Oui, enfin, il se trouve que j'en ai un dans mon département et que nous sommes très inquiets de la manière dont ça se passe. Mais en tous les cas, l'objectif, c'est effectivement de donner une identité positive à travers des éléments qui sont l'uniforme et d'autres choses. Mais c'est là aussi quelque chose qui a trait à la fierté d'appartenir à son établissement scolaire. Je pense que ce sont des idées qui sont totalement tabous, alors qu'elles sont pratiquées dans d'autres pays, la Grande-Bretagne par exemple. C'est pas la tradition française, vous le dites vous-même. Est-ce que vous n'avez pas peur que justement il y ait un rejet quand même de la part des principaux intéressés? Je note que dans ces établissements, ça a été un grand succès. Dans les établissements, mais sur l'ensemble des établissements scolaires. Si ça a été expérimenté avec succès, ça mérite peut-être d'être développé. Toutes les idées venant de la droite ne sont pas systématiquement à mitrailler. Elles peuvent parfois être utiles. Ce seraient toutes les écoles, les collèges, les lycées. Mais je crois qu'en tout cas, ça doit faire partie d'un projet d'ensemble. Il ne faut pas être réducteur. C'est pas un point plutôt qu'un autre. C'est un projet d'ensemble. C'est une philosophie. C'est l'idée de donner de l'autonomie aux établissements, que le chef d'établissement soit vraiment le chef de son collège, par exemple, et qu'il puisse choisir ses équipes pédagogiques, définir un projet en fonction du quartier, c'est pas la même chose. Un quartier difficile ou un centre-ville, tout ça doit être regardé en fonction de la situation. Quatrième point, Jeff. Quatrième proposition, augmenter de 20 000 le nombre de places de prison. Alors, on a demandé précisément au ministère de la Justice. Ça n'a rien à voir avec... Non, rien à voir, mais c'est 4 propositions qu'on a extraites de votre programme sur l'autorité. On a demandé précisément au ministère de la Justice combien coûtait la construction d'une place de prison. C'est 150 000 €. Multiplié par 20 000, ça ferait 3 milliards d'euros. Vous avez expliqué à François Langlais qu'il fallait faire des économies, notamment dans la fonction publique, dans le budget de l'État. Où vous les trouvez, ces 3 milliards? Où on les trouve, ça, c'est un projet politique, c'est-à-dire que c'est évidemment engagé sur des économies par ailleurs. Mais je veux quand même rappeler que le coût pour la société française de l'insécurité est absolument considérable. Et il est, on ne l'aurait mieux que par des places de prison. Et il est la conséquence du fait que, malheureusement, chacun le sait, le fait qu'un certain nombre de délinquants, parfois récidivistes, soient dehors au lieu d'être en prison, c'est un coup terrible pour la société qui s'appelle la violence et qui s'appelle l'impunité pour les délinquants. Donc oui, la clé de voûte du système, c'est d'accroître le nombre de places de prison, car nous sommes le pays d'Europe qui a le nombre de places de prison le plus faible de toute la communauté européenne par rapport au nombre d'habitants. Enfin, pas le plus faible. L'Espagne et l'Angleterre sont nettement au-dessus de nous. Il y a des pays qui ont moins un taux de détention inférieur. Nous sommes à 102. Mais non, on ne va pas chipoter, mais vous me le dites, donc je le précise. Nous sommes à 102. La moyenne européenne est à 120. Et ce décalage nous met dans une situation extrêmement difficile. Voilà. Vous vouliez parler de places de prison. C'est la clé de voûte d'une politique pénale digne de ce nom. Tant qu'on n'aura pas de place de prison, on n'y arrivera pas. Et je veux dire sur ce point que la position de Mme Taubira avec cette loi nous met dans une situation terrible, car c'est un climat d'impunité et on voit bien le danger que cela peut produire. C'est pour ça que nous avons demandé le retrait de cette réforme, qui est un message de laxisme terrible. La réponse qui a été faite par le président Hollande, c'est « on la fera après les municipales ». Donc je dis combien il est vraiment indispensable qu'aux élections municipales, les Français sanctionnent François Hollande en votant pour les candidats UMP. Jeff, il y a aussi un chapitre sur l'immigration dans ce programme. Important dans votre programme, c'est l'immigration. L'étudiant, j'ai trouvé, on va la regarder précisément, la proposition numéro 40 que je vais lire. Les enfants nés en France de parents étrangers demeurant illégalement sur le territoire national ne pourront pas acquérir la nationalité française. Si je ne m'abuse, c'est en quelque sorte la fin du droit du sol qui existe en France depuis la fin du XIXe siècle. Non. Javid, ce n'est pas la fin du droit du sol. Je voudrais qu'on se sorte un peu de ces totems
qui interdisent de parler le droit du sol, de quoi que ce c'est soit. être français lorsqu'on est né en France, Oui, on est d'accord. oui, on est bien d'accord. Est-ce qu'on peut essayer de se sortir de ces totems pour poser quelques questions? Il n'est pas question de remettre en cause le droit du sol. Il est simplement question de dire, lorsque quelqu'un arrive illégalement en France, est-ce qu'il a les mêmes droits que celui qui est là légalement? Si on dit non, il n'a pas les mêmes droits, alors ça veut dire que ces enfants ne peuvent pas être automatiquement français. Je pense que poser cette question sans remettre en cause les grands principes de notre République, c'est quand même dire des choses qui sont de bon sens. Monsieur Coppet, permettez-vous de vous demander en quoi les enfants sont responsables du choix de leurs parents d'être venus illégalement en France. Mais ils ne sont quelle pas nationalité responsables, mais cela auront-ils, ne leur donne pas un droit automatique à être français. Alors que seront-ils? Eh bien, ils sont les enfants de leurs parents venus illégalement en France, qui ont une autre nationalité, et qui peuvent donc, puisqu'ils sont arrivés illégalement en France, ils ont vocation à revenir dans leur pays d'origine. Et ils ne peuvent pas devenir français s'ils le souhaitent. Écoutez, je suis désolé parce que je vois bien que vous êtes d'un avis contraire. Pas du tout, je respecte. c'est une question pratique. Peuvent-ils devenir français? Néanmoins, s'ils sont nés en France, peuvent-ils? Peuvent-ils D'abord, la question posée de la situation de leurs parents. Leurs parents ne sont pas réguliers en France. Si nous assumons que nous devons être inflexibles sur l'immigration irrégulière, c'est-à-dire finalement en finir avec la vision XXe siècle de l'immigration pour mettre sur la table un nouveau débat sur une immigration qui ne soit pas familiale, comme elle l'est devenue aujourd'hui, mais qui soit adossée sur la réussite de l'intégration. Alors, il n'y a absolument aucune raison de rendre automatique l'acquisition de la nationalité française lorsque l'on est né de parents illégalement en France. Jeff, il vous reste deux questions. Vous vouliez poser une question sur l'argent et les conférences, et puis la question... Voilà. Comment la nommez-vous? La question une fois pour toutes. Voilà, alors on va commencer par la question sur l'argent, on va changer complètement de sujet. On va vous réentendre le 8 septembre dernier annoncer une bonne nouvelle pour l'UMP. On vous écoute. En 8 semaines, l'UMP a réalisé la plus importante collecte jamais réalisée par un parti politique sous la Ve République. Et je suis heureux de vous le dire aujourd'hui, cette fois, c'est fait. Nous avons atteint les 11 millions d'euros nécessaires pour sauver l'UMP. Finalement, l'ardoise de l'UMP, elle a été en partie épongée par l'État, puisqu'il faut le savoir, les donateurs qui ont donc versé de l'argent à l'UMP bénéficient d'une déduction fiscale. Est-ce que ce n'est pas un petit peu discutable du point de vue de la morale fiscale, justement? Enfin, je vous rappelle que l'État devait sinon rembourser l'intégralité des 11 millions. Oui, mais lorsqu'on verse de l'argent à un parti politique, en général, c'est pour l'aider dans ses activités. Là, c'était pour rembourser c'est un choix. Il me semble que la démocratie française gagne à faire l'objet de financements transparents, de financements publics, et pour lequel on puisse encourager fiscalement les dons aux partis politiques. Je trouve que c'est au contraire un exemple démocratique qui d'ailleurs, vous le savez, est pratiqué dans d'autres pays. Il me semble que c'est une bonne manière de faire pour la démocratie. Dernière question, Jeff. Donc, votre question, la question Wittenberg. C'est la question qui est controversée par certains, mais qu'on aimerait voir éclairée ce soir. Et pour cela, on va entendre l'extrait d'une interview de notre ami de France 2, Stéphane Bern, et qui concerne votre position sur le mariage homosexuel. On écoute Stéphane Bern. Moi, j'ai dîné avec lui. Il me dit je suis pour le mariage pour tous, et il fait descendre dans la rue pour dire qu'il est contre. Et il y avait Dominique Besnéard, Marc-Olivier Fogel, ont été un certain nombre témoins ce soir-là. Alors, est-ce que Stéphane Bern ne dit pas la vérité, ou alors est-ce que vous avez peut-être une conviction intime sur cette question qui ne correspond pas à ce que vous avez dit en tant que personnage public? Est-ce que vous pouvez nous le dire ce soir? Stéphane Bern, qui par ailleurs a beaucoup de talent et dont j'aime beaucoup les émissions, m'a instrumentalisé. Et je l'ai beaucoup regretté, parce que, et je m'en suis expliqué d'ailleurs avec lui après, parce que je trouve que ce n'est pas bien de faire ainsi. Quelle est la vérité? La vérité, elle est la suivante. Je n'ai jamais eu d'opposition d'aucune sorte à l'idée du mariage homosexuel. La meilleure preuve, entre deux personnes de même sexe, la meilleure preuve, c'est que j'ai défendu l'idée de l'union civique. En revanche, j'ai toujours eu un petit peu surpris là, quand même, parce qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui sont descendues avec vous dans la rue contre le mariage pour tous. Non, non. Le mariage pour tous, c'est une formule habile le mariage homosexuel qui a recouvré deux concepts, celui d'un mariage et celui de l'adoption, avec des enfants, avec en corollaire la possibilité de PMA, de procréation médicalement assistée, et même de gestation pour autrui. J'ai donc
Enfin, c'était exclu. Excusez-moi, répondez sur le oui, fond. Je suis désolé parce que je vous sens souffrir Pas sur du toutes tout, mes pas réponses. du Je suis tout, désolé, pas mais du voilà, bon, on n'est pas du allez même jusqu'au bout de point votre vue, raisonnement. c'est pas grave. Excusez, Voilà. je vous interromps plus. On conclut. Je vois bien que c'est une épreuve pour vous. On parle d'immigration, c'est dur pour vous. Non, 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 c'est une épreuve pour personne. C'est vous qui répondez. J'ai toujours dit que pour moi, le sujet n'était pas l'union civile ou le mariage, c'était la question de l'adoption. Parce que je défends l'idée que pour l'éducation des enfants, la notion d'altérité sexuelle, de père et de mère, c'est une question structurante pour l'éducation des enfants. Il se trouve que cette conversation a été caricaturée, puisque lorsque nous évoquions cette question, nous ne parlions pas mariage pour tous au sens mariage et adoption, mais seulement au sens mariage. Et que pour le mariage, je n'ai, comme d'ailleurs personne parmi les Français, d'objection de fond. Et j'ai regretté qu'il l'instrumentalise comme il l'a fait, et je l'ai d'autant plus regretté que je me suis engagé sur cette question contre la loi Taubira, essentiellement sur la partie liée aux enfants. C'est mon droit de ne pas avoir le même avis que la pensée ambiante que l'on peut rencontrer ici ou là. Je revendique ce droit, et je le revendique d'autant plus que dans le même temps, j'ai été extrêmement ferme contre tous les comportements homophobes, y compris dans mon propre parti politique, puisque j'ai pris la décision de faire exclure un des nôtres qui avait tenu des années auparavant des propos homophobes. Donc, je veux sur ce point, une bonne fois pour toutes, dire que ces procès qui m'ont été faits, comme à d'autres, d'avoir défendu nos convictions, est d'autant plus insupportable qu'il marque une forme d'intolérance qui n'est pas digne d'un débat démocratique qui doit rassembler les Français plutôt que de les diviser, comme ce fut hélas le cas sur ce texte, comme sur beaucoup d'autres. Merci. Venez en plus, pour le même prix, me donner des leçons de République. Madame, je suis désolé, on ne peut pas partager la même vision, j'en suis d'accord, on ne partage pas le même projet politique, c'est certain, mais le fond du sujet aujourd'hui est que la situation de la France n'est pas celle que vous décrivez. Pour la clarté du débat, du débat, Jean-François Copé, chômage des jeunes qui baisse depuis 4 mois, dit Najat Vallaud-Belkacem, croissance qui frémit. Est-ce que vous contestez ces points? Enfin, écoutez, bien sûr, je conteste tout cela. Mais attendez, le chômage des jeunes, ne me dites pas qu'il baisse. La situation du chômage de notre pays est record. C'est une catastrophe. La croissance... Non, monsieur Copé. Non, mais, lorsque la droite était au pouvoir, on avait 1000 nouveaux chômeurs par jour. Nous sommes redescendus à 250 nouveaux chômeurs par jour. Oh, non, ça malheureusement, madame. Eh si. Non. Désolé de vous apprendre les chiffres. Il vous répond. C'est la triste réalité de votre bilan et de votre échec. Et j'aimerais vraiment savoir, si vous permettez que je vous pose juste une question, parce que je crains que vous n'ayez pas répondu de toute la soirée à cette question pourtant simple. Avez-vous compris, monsieur Copé, pourquoi est-ce que les Français vous ont sanctionné? Avez-vous compris en quoi est-ce que vous avez échoué? Je pense qu'ils ont imaginé que vous alliez raser gratis. Et que finalement, pour beaucoup d'entre eux, c'est une grande désillusion. Car effectivement, nous avions mis en place des réformes dans des conditions qui étaient très difficiles. Je constate depuis 15 mois que le désamour des Français à l'égard du gouvernement est tel qu'on peut penser qu'il était à la hauteur des attentes qu'il plaçait en M. Hollande. Et que si vous le défendez avec fougue, il ne reste pas moins qu'il y a des faits. Et que lorsque vous me dites que le chômage des jeunes diminue, je me demande si nous habitons dans le même pays. La seule fois où j'ai entendu le chômage diminuer, c'est l'annonce, quelques heures après, d'un bug spectaculaire de Pôle emploi qui s'était gouré dans les statistiques qu'il présentait. Quant à la croissance, Madame Vallaud-Belkacem, de grâce, ne faites pas croire ça aux Français. La réalité, c'est que les États-Unis sont en train de retrouver la croissance. Le monde entier est en train de retrouver la croissance. L'Europe est en train de retrouver la croissance. Et que ce que je redoute, c'est que la France ne soit pas dans cette situation, parce qu'en réalité, vous avez tellement matraqué d'impôts qu'aujourd'hui, ni les entreprises ni les ménages ne sont en situation de savoir ce qu'ils vont faire demain. Monsieur Copé. Mais elle frémit où, la croissance, Monsieur Pujadas? Dans quel secteur d'activité voyez-vous des gens qui ont envie d'embaucher, d'investir en France? Juste d'un mot, si vous le permettez, parce que ce propos est revenu souvent dans l'émission, au sujet des impôts. Nous matraquerions les Français. Ah oui? Monsieur Copé, vous pouvez parler un indicatif. Lorsque vous étiez aux responsabilités, vous avez totalement délégitimé l'impôt parce que vous l'avez dévoyé. Vous avez réduit l'impôt des plus aisés. Vous avez multiplié les niches fiscales. Il y en a même une qui porte votre nom, vous vous en souvenez. Elle a permis d'empêcher les délocalisations des sièges sociaux. Ah oui, avec les résultats formidables que l'on connaît, n'est-ce pas? Mais absolument. Elle a permis d'empêcher les délocalisations des sièges sociaux en exonérant les plus-values de cession. Vous avez matraqué les Français, les classes moyennes et les Français les plus bas salaires. La preuve, c'est que vous nous parlez souvent de la TVA que nous augmentons. Vous vous apprêtiez à l'augmenter de
1,4 points. Et dans votre programme qui a été évoqué tout à l'heure, vous proposez de l'augmenter de 3 points. Nous sommes à 0,4 points. Donc, Monsieur Copé, reconnaissez une chose, c'est que l'impôt, d'abord, ça a un sens dans notre pays. Et j'ai entendu tout à l'heure Isabelle qui s'exprimait et qui disait « quand je pouvais payer des impôts, j'étais fière de le faire ». Les Français comprennent très bien l'intérêt de la solidarité, l'intérêt d'avoir des services publics de qualité accessibles à tous, l'intérêt d'avoir une protection sociale face aux accidents de la vie. En revanche, ils ne comprennent pas pourquoi est-ce que l'impôt, sous votre responsabilité, est devenu de moins en moins progressif. C'est-à-dire qu'en gros, il pesait davantage sur ceux qui avaient moins que sur ceux qui avaient plus. Ce que nous avons changé de fondamental, c'est que nous le faisons davantage peser sur les plus aisés. Alors, est-ce que vous m'autorisez alors à vous poser une question? Parce que celle-là, je suis sûr que tous les Français se la posent, ceux qui nous écoutent ce soir. Puisque vous parlez beaucoup de l'impôt, que vous en faites même pratiquement l'éloge. Je note une chose, et ça, c'est pas moi qui l'ai inventé, Gilles Carrez, qui est reconnu par la droite comme par la gauche, président de la Commission des finances, l'a clairement confirmé. Sur le quinquennat précédent, c'était 20 milliards sur 5 ans d'augmentation d'impôts, dans les conditions que vous avez décrites. 20 milliards sur 5 ans, vous plaisantez sur les 2 dernières années du dernier quinquennat, c'était plus de 30 milliards. Non, mais écoutez, c'est Gilles Carrez qui l'a annoncé et reconnu par... Écoutez, on va faire une bataille de chiffres. Sur les 2 dernières années, c'était plus de 30 milliards cumulés. Je vous ai écouté, juste laissez-moi vous poser la question, après je vous en écouterai volontiers. Première année du quinquennat de M. Hollande, 34 milliards d'augmentation d'impôts. Deuxième année, 2014, 20 milliards. François Hollande arrive à la télévision il y a quelques jours et nous dit cette phrase collector, les impôts, c'est trop, c'est beaucoup trop. Bien. Très bien. Donc on se dit, comme c'est lui qui les décide, il va certainement arrêter de les augmenter. Dès le lendemain, et M. Ayrault et une bonne demi-douzaine de ministres annonçaient leur propre impôt supplémentaire. Je pense à la taxe carbone, je pense à la réduction des aides fiscales pour les familles qui ont des enfants scolarisés, et puis l'impôt qui vient de sortir, la taxe Payon, puisque avec les rythmes scolaires, M. Payon impose une réforme qui va devoir être payée par les collectivités locales qui n'ont pas le premier euro pour les payer. Bon, vous avez vous-même dit qu'effectivement les impôts allaient peut-être s'arrêter un peu, mais on n'a pas bien réussi à savoir ni quand ni comment, puisque c'est démenti en permanence. Donc est-ce qu'on peut ce soir entendre de la porte-parole du gouvernement ce que vous allez faire avec les impôts des Français? C'est bien simple. D'abord, laissez-moi terminer mon propos précédent. Je le disais, l'important c'est de rendre l'impôt équitable et progressif. Et donc, parmi les mesures les plus importantes de notre réforme fiscale, parmi les mesures les plus importantes de notre réforme fiscale depuis que nous sommes là, nous avons créé une nouvelle tranche d'imposition à 45% qui pèse sur qui? Sur les Français qui touchent plus de 150 000 € par an. Est-ce que c'est ça, les classes moyennes? Nous avons rétabli à son juste niveau l'impôt sur la fortune que vous n'aviez cessé de rogner dans le passé. Mais vous savez, Monsieur Copé, sur cette année 2014, je vais finir... Monsieur Hollande, il a dit qu'il s'était fait élire en promettant de taxer les fameux riches dont vous parlez. Mais la réalité, c'est que c'est tous les Français qui payent aujourd'hui, y compris les plus modestes, y compris les classes moyennes. Quant aux plus riches, comme chacun le sait, ils sont en train de partir à vitesse grand V. Comme je le disais, sur les 2 dernières années de votre dernier quinquennat, l'ensemble des impositions sur les Français s'est monté à plus de 30 milliards d'euros. Sur l'année 2014 qui vient, les impôts, c'est 1 milliard d'euros hors lutte contre la fraude fiscale. Écoutez, c'est dans la loi de finances, c'est 20 milliards. Hors lutte contre la fraude fiscale. Monsieur Copé, d'ailleurs, je serais extrêmement curieuse que vous nous expliquiez... Non, mais là, vous ne dites pas la vérité. Là, il n'y a plus de débat. Pourquoi est-ce que vous vous opposez, par exemple, à la lutte contre la fraude fiscale, puisque vous avez refusé de voter la loi que nous avons présentée? Non, mais écoutez... Un dernier mot sur... Vous me répondrez, mais un dernier mot sur cette question des impôts, puisque vous évoquez les familles, etc. À quoi nous servent les impôts? Je voudrais vraiment que les téléspectateurs entendent cela. Ils nous servent à créer 275 000 solutions d'accueil pour les enfants de moins de 3 ans et permettre aux femmes d'aller travailler. Ils nous servent à augmenter de 25% l'allocation de soutien familial pour les familles monoparentales qui sont pour beaucoup dans la précarité. Ils nous servent à augmenter de 50% le complément familial pour les familles nombreuses qui n'ont pas suffisamment de moyens. Les impôts, Monsieur Copé, ça a un sens si tant est qu'on les répartis équitablement et qu'on les utilise à bon escient. Et je redis que comme le président s'y était engagé, cette année 2014, c'est une quasi-stabilisation des impôts. Je vous dis, 1 milliard d'euros hors lutte contre la fraude fiscale. Vous pourrez vérifier, c'est public évidemment. C'est déjà fait. D'ailleurs, vous allez voter. Malheureusement, il vous répond, Jean-François. Et l'an prochain, zéro. Allez-y, Jean-François Copé. 2 minutes de retard. Il n'y a plus un Français qui vous croit. Mais sur ce sujet, pour qu'on soit quand même très clair... vous êtes beaucoup plus crédible sur ces sujets. Vous m'expliquez...
vous m'expliquez depuis tout à l'heure que les augmentations d'impôts, c'est-à-dire 34 la première année, 20 la deuxième année, c'est quand même 55 milliards, c'est une augmentation inédite. C'est pour financer les places. Ce sont des chiffres sortis de nulle part. Enfin, on peut parler sur des bases sérieuses. D'accord, ok, c'est très bien. Allez, vous terminez, Jean-François Copé, sur les impôts. Le voir, c'est pas très chapitre. compliqué. Allez-y. Juste une chose. Ces augmentations massives d'impôts, c'est pour payer des places de crèche. Mais dites-moi, il y avait une autre manière de les payer, c'était de baisser les dépenses inutiles. La vérité, c'est que sur ces sujets, vous avez arrêté la totalité des baisses de dépenses et vous croyez qu'en augmentant les impôts, vous allez rendre le pays plus heureux. Le seul problème, c'est que vous avez aujourd'hui des millions de Français qui ne peuvent plus payer vos hausses d'impôts. Et je veux simplement vous dire que vous êtes en train d'étrangler notre économie à un moment où tous les autres pays repartent dans la dynamique économique. Et c'est ça la responsabilité de votre gouvernement. Est-ce que vous souhaitez qu'on aborde un autre sujet Juste d'un mot en conclusion, baisser les dépenses publiques, nous faisons bien mieux que vous n'avez jamais été capable de le faire. On ne doit pas vivre dans le même pays. 170 milliards d'euros d'augmentation des dépenses publiques sur le dernier quinquennat. Jamais. Nous baissons cette année de 1,5 milliard d'euros de dépenses de l'État grâce à des économies de 15 milliards. 15 milliards, c'est inédit dans l'histoire. Écoutez, en tout cas, vous répétez remarquablement bien le langage officiel. Ça, je dois dire, de ce point de vue, vous faites ça très bien, mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Est-ce qu'on change de thème? Est-ce qu'on aborde un autre thème? Juste d'un mot, parce que les conseils de M. Copé sont toujours extrêmement instructifs. Moi, je me suis un peu plongée dans votre programme et j'y ai trouvé quelques recettes, mais passionnantes, pour savoir en effet où trouver les moyens de financer ce qui semble être vos priorités. Donc vous proposez, par exemple, de réduire le nombre de bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Vous proposez de réduire le nombre de bénéficiaires des bourses étudiantes que nous venons de mettre en place nouvellement pour aider les étudiants. Vous proposez de réduire le montant de l'allocation de rentrée scolaire pour les familles. Je crois que les Français comprennent quel est votre programme qui ressemble furieusement à votre bilan. Réponse de Jean-François Copé. Écoutez, pardon, vous n'êtes pas là pour me distribuer un bulletin de notes, c'est vous qui êtes au pouvoir, Madame Vallaud-Belkacem. Moi, je vous écoute avec plaisir, mais il y a peut-être une raison pour cela. Vous êtes en train. Oui, non, mais attendez. Vous avez peut-être déçu. Oui, mais ça, on est d'accord, mais c'est fait, ça. Ah, on est d'accord. On avance. Mais attendez, on est d'accord parce que les Français ont voté il y a 15 mois, depuis, ils vous voient. Ils se sont dit que ça serait probablement mieux, et puis au bout de 15 mois, la gauche perd toutes les élections législatives partielles. Les sondages, je crois, ne sont pas très bons. Je vous le dis d'autant plus que je suis expert en mauvais sondages. Oui, c'est pour ça. Si vous me permettez. Oui, regardez, je vous en parle moi-même. Je vous le dis moi-même. Enfin, sauf que vous êtes au pouvoir. Et ce qui m'intéresse depuis le début de notre échange, c'est que j'ai l'impression que vous venez me donner des leçons de ce qu'il faut faire à travers le modèle extraordinaire que vous seriez censé représenter. Non, Madame Vallaud-Belkacem, non. Et je voudrais, puisque j'ai le plaisir d'en discuter avec vous, vous poser à mon tour une question qui me tient beaucoup à cœur. Pas sur la fiscalité, s'il vous plaît. Non, j'ai compris que sur les impôts, vous en aviez tellement payé que vous ne pouviez plus et qu'il fallait changer de sujet. Je vais donc effectivement changer de sujet. C'était un souhait aussi de Najat Vallaud-Belkacem. Oui, mais j'ai bien compris. Non, je ne crois pas. Non, c'était le vôtre. Allez-y, vous avez quartier libre. Madame Vallaud-Belkacem, ma question est la suivante. Il y a quelques jours de cela, Madame Duflot, ministre du gouvernement, a pris à partie M. Valls avec une violence extrême dont on aurait pu penser, comme dans n'importe quelle entreprise, que le chef de la Maison France y mette immédiatement un terme en accusant M. Valls de sortir du pacte républicain à travers les propos qu'il avait tenus sur les Roms. Ma question est la suivante, Madame Vallaud-Belkacem. Vous pensez que c'est M. Valls ou Madame Duflot qui a raison? Et la deuxième question, est-ce que vous ne pensez pas que M. Hollande aurait dû prendre une position publique beaucoup plus claire sur ce sujet plutôt que de laisser ce désordre qui, à l'évidence, a exaspéré les Français et peut-être contribué aussi à faire monter le Front National, dont il est, chacun le sait depuis longtemps, l'allié objectif, comme le fut autrefois François Mitterrand avec Jean-Marie Le Pen? Je vous ai entendu tenir ce propos tout à l'heure, je voudrais qu'on y revienne, mais pour vous répondre précisément, sur le dossier des campements Roms, comme sur tous les autres sujets, c'est le Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, qui fixe la ligne. Et cette ligne, elle est connue. Vous êtes vraiment porte-parole du gouvernement jusqu'au bout. Monsieur Copé, je crois qu'on n'a pas exactement la même pratique du porte-parole là, si vous permettez. Je vais vous l'expliquer, cette ligne, parce que peut-être que ça intéresse des Français. Vous le faites sans doute infiniment mieux que moi, je n'ai pas de doute là-dessus. Lorsqu'existent des campements totalement insalubres et qui mettent en cause, y compris la sécurité des Français, oui, il faut les démanteler. Et nous nous donnons tous les moyens pour le faire. Vous en avez beaucoup parlé vainement dans le passé. Est-ce que M. Valls est sorti du pacte républicain?
Mais parce que c'est ça qu'a dit Madame Duflot. Ces mêmes personnes et ces mêmes familles, nous nous donnons aussi tous les moyens pour les accompagner dans le logement, dans l'insertion, dans l'éducation pour les enfants. Et nous sommes fiers de cette politique que nous assumons totalement. Madame Duflot a-t-elle raison de dire que M. Valls est sorti du pacte républicain? C'est tout, c'est ma seule question. J'ai une question, celle-là. Et je ne vous répondrai pas pour une simple raison, c'est que votre question... pas dans le codage des porte-paroles, je suis d'accord, je comprends. Que votre question ne m'intéresse pas, n'a aucun sens. Le président de la République a eu l'occasion de répéter quelle était notre politique. Je l'assume totalement, nous l'assumons, et c'est une politique que je veux beaucoup plus efficace que celle que vous avez menée sur le même sujet, sur le même sujet, avec des discours, pardonnez-moi, faut-il rafraîchir la mémoire des Français? Je pense en particulier au discours de Grenoble, porté par Nicolas Sarkozy, qui n'ont pas vraiment fait la fierté ni de votre camp ni de la France. Donc je crois que vous n'avez aucune leçon à nous donner. Vous souhaitiez parler du pacte républicain, Najat Vallaud-Belkacem. Vous savez, c'est ce que je disais en introduction tout à l'heure. Monsieur Copé s'est affirmé limpide dans ses relations avec l'extrême droite tout à l'heure, et pourtant ses mots disaient l'extrême inverse. La vérité